Salut et bonsoir. Alors, vidéo ici pour parler de Dan EJ contre Korean Zombie. Comme tu le vois, nouveau décor. Je viens de rentrer d'avoir donné cours à Brian et je me suis rendu compte que j'avais que ce soir pour faire la vidéo. J'ai pas d'autre moment. Donc on change de décor, mais t'inquiète, la qualité sera toujours là. Par contre, j'ai réalisé quelque chose, un truc de fou. Je suis allé voir mes stats YouTube et il y a 2 tiers des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné à la page. Mec, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi maintenant. Ok, on est parti. Alors, avant de commencer, dernière chose, félicitations à la France. Je suis pas un grand connaisseur du foot, même si j'en ai fait pendant 16 ans. J'ai regardé le match hier, c'était super agréable à regarder, et quelle performance. Très beau match. Très très beau, félicitations, c'était propre. Ok, on parle MMA? On parle MMA. Ce week-end, le main event, Chan Sung Sung, ce sera plus facile de l'appeler The Korean Zombie, fait face à Dan EJ. Alors, d'un côté, tout le monde connaît Korean Zombie, c'est un fan favorite, comme on dit, je vais y arriver. Les fans l'aiment bien, quoi. En bref, en français, ce sera plus simple. Dan EJ, c'est son deuxième main event cette année. Son premier, c'était contre Calvin Kattar. Attends, je suis en train de dire cette année. Est-ce que c'était bien cette année ou le temps passe super vite? C'était l'année passée. Le temps passe super vite. Bref, c'est son deuxième combat cette année. Il a déjà combattu contre Gavin Tucker, une victoire en 22 secondes. On va en parler tout de suite. On le connaît pas encore super bien. J'ai l'impression que les fans ne l'apprécient pas encore à sa juste valeur. Et pourtant, il mérite d'être main event ce week-end. C'est pas le plus gros événement de l'année de l'UFC, mais c'est un main event qui est vachement sympa sur papier. Alors pour faire bref, avant de parler des combattants, de comment le matchmaking se fait, etc. selon moi, je me suis rendu compte d'un truc d'assez intéressant entre eux deux. C'est mon opinion, c'est mon analyse. Je trouve que Korean Zombie est plutôt perçu par les fans, par ses adversaires comme un excellent striker, et on en oublie qu'il a un grappling incroyable. Et je pense que j'ai pas besoin de mettre 1000 arguments dessus. Je pourrais aller voir son palmarès, etc. Mais j'ai pas besoin d'aller voir son palmarès. Tout le monde se souvient d'une chose de Korean Zombie au sol. C'est son twister. Le seul twister à l'UFC. Il l'a fait contre Leonard Garcia en 2011. C'était un rematch d'un spectaculaire combat qu'ils avaient eu au WEC. Ceux qui n'ont pas vu... Ah oui, si t'es un nouveau fan de MMA, que t'as pas vu Korean Zombie contre Leonard Garcia, démerde-toi, je crois que sur l'UFC Fight Pass, tu trouves ça sans problème pour aller le voir. Alors, c'est pas... Je te parle d'ici d'un combat de 2010, donc l'aspect stratégique, technique qu'on aime tant aujourd'hui n'était pas encore si développé à l'époque, mais tout le monde aime les guerres, tout le monde aime la violence. Remercie-moi après avoir vu le combat. Donc regarde le premier, et même regarde le deuxième en fait, regarde les deux combats entre Leonard Garcia et Korean Zombie. Bref, donc je reviens à mes moutons. Korean Zombie, beaucoup le perçoivent comme un excellent striker et on parle rarement de son grappling qui est vraiment extraordinaire. 8 victoires par soumission dans sa carrière. Le twister dont je parle, il a pas mal de Darce Choke, notamment un Darce Choke contre Dustin Poirier. C'est pas rien. On peut dire tout ce qu'on veut. Dustin Poirier, c'était encore le début de sa carrière à l'UFC. C'était en 2012, mais il faut quand même le faire. Bref. De l'autre côté, Dan EJ, on le voit plus comme un grappleur, presque à en oublier que c'est un excellent striker aussi. Alors je vais prendre des pincettes. Autant Dan EJ est vraiment un excellent grappleur, autant c'est un très bon striker, mais évidemment c'est pas le meilleur des strikers qu'on ait jamais vu en MMA. Cependant, contre Edson Barboza, il a eu le pire game plan qu'on pouvait avoir. Vraiment un très mauvais game plan, selon moi. Mais il a gagné majoritairement debout contre Edson Barboza. C'est pour dire qu'il a quand même un très bon niveau debout, même s'il n'est pas réputé pour ça. Chan Sung Sung, c'est l'inverse. Il est très très bon debout. Personne ne va dénier ça. C'est pas un Demian Maia au sol, mais il est excellent au sol. Et c'est ça qui rend le combat très beau. C'est qu'on aurait tendance à dire, de prime abord, c'est striker contre grappleur. Si ça reste debout, Korean Zombie gagne. Si ça va au sol, Dan EJ gagne. Et je suis pas vraiment d'accord avec ça.
parce que je pense que Danny J peut vraiment, vraiment ennuyer Korean Zombie debout. Et à l'inverse, je pense que Korean Zombie pourrait nous surprendre au sol contre Danny J. Ok. On va passer sur les stats très très rapidement. Non, on va d'abord parler de qui est Dan EJ pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il est arrivé à l'UFC via le Dana White Contender Series. Il a gagné en 2017 un combat contre Luis Gomez par étranglement arrière. Il est arrivé à l'UFC directement contre Julio Ars. Pas du tout en facile combat. Il a perdu à la décision. Et ensuite, il a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires, dont les 3 dernières, c'est Kevin Aguilar, Mirsad Bektic, je vais y arriver. En plus, j'ai pissé avec lui quand je suis allé voir l'UFC à Stockholm. Bon, on s'est pas tenu le sgeg, hein, mais ok, bref. Il a gagné par split et il a encore gagné par split contre Edson Barboza. Moi, je le voyais gagnant, mais effectivement, c'était très serré. Ensuite, premier main event en 5 rounds contre Calvin Kattar. Honnêtement, très chouette combat. Il se débrouille pas mal. Calvin Kattar au-dessus, mais il se débrouille vraiment pas mal dans ce combat. Et puis il sort d'une énorme victoire contre Gavin Tucker en 22 secondes. Et là, notamment, Gavin Tucker, j'adore, je l'adore debout. Et je m'attendais à une meilleure perf de lui. Mais il nous a bien surpris et il a fait un beau parcours. Alors, tant qu'à parler du parcours de Dan EJ, on va un peu parler de Korean Zombie. Depuis sa défaite contre José Aldo pour la ceinture, il a eu son service militaire. Donc on l'a plus vu pendant 3 ans, même presque 4 ans, 3 ans et demi sans combattre. Il est revenu contre Denis Bermudez, énorme KO. Il a fait un super beau combat contre Yair Rodriguez, il perd à la toute dernière seconde sur le coup de coude de ouf. Encore une fois, si t'es un nouveau fan et que tu regardes pas le MMA depuis 2018, va voir ça aussi. En fait, tu peux regarder tous les combats de Korean Zombie. Et je vois ici Submission, Knockout of the Night, Submission et Fight of the Night. Performance of the Night, Fight of the Night, Performance of the Night, Performance of the Night. Vraiment, il a des très très beaux fights. Bref, après cette défaite, enfin c'est une vraie défaite contre Yair Rodriguez, mais à une seconde près, il gagnait la décision, claire et nette. Il met un énorme KO sur Moicano, qu'on va analyser tout de suite. Puis un très beau KO sur Frankie Edgar. Et puis masterclass de Brian Ortega qui le bat. C'était à mon anniversaire, octobre 2018. Octobre 2020, le 18 octobre 2020. Bref, ok, maintenant qu'on a le parcours bien en tête de ces deux combattants, on va voir un peu les stats que je vais partager à l'écran. Ici, j'ai pas préparé comme ça. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ? Évidemment, Korean Zombie passe beaucoup de temps debout, 78%, on va arrondir, 78% debout. Son adversaire, Dan EJ, 2 tiers debout, 1 tiers au sol. Au sol, c'est plus ou moins du 50-50 d'un côté comme de l'autre, on va dire. Korean Zombie est un peu plus contrôlé de manière générale, mais voilà, on est quasi sur du 50-50, donc pas spécialement de grandes leçons ici. Korean Zombie, alors, en fait, les stats sont pas si intéressantes que ça à regarder. On voit que Korean Zombie envoie pas mal de volume, mais manque pas mal de précision, seulement 35% qui touche. Son adversaire a un volume, voilà, plus ou moins la même chose, c'est du volume moyenne haute, on est dans la moyenne haute là avec 10 frappes par minute envoyées et reçues, en tout cas tentées contre. Danny J se fait toucher autant qu'il ne touche, pile poil, ça c'est rare, et Korean Zombie se fait toucher un peu plus que ce qu'il ne touche, mais là aussi on va revenir, il aime bien travailler in the pocket et il cherche la frappe un peu plus précise et lourde que ses adversaires. Donc j'en parle souvent comme ça. C'est pas quelqu'un qui cherche à aller à l'échange pour toucher plus que son adversaire, c'est quelqu'un qui va à l'échange pour toucher mieux que son adversaire. Très bon positionnement de pied, excellent positionnement de tête, et il a l'œil à l'échange. Il a toujours le regard ouvert, les yeux ouverts, le regard concentré dans les échanges. En termes de grappling, on tente très peu d'amener au sol pour Korean Zombie, 42% de réussite seulement. On a beaucoup plus de volume de tentatives du côté de Dan EJ avec 6 tentatives par 15 minutes et seulement 22% qui réussissent. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup sa lutte pour donner des informations à son adversaire. C'est pas quelqu'un qui va spécialement absolument chercher le takedown à chacun de ses takedowns, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui va utiliser son takedown simplement pour faire comprendre à son adversaire qu'on est dans un combat de MMA. Le takedown, la menace de takedown est présente,
et ça va lui permettre de faire des setups en pied-point. Et je pense même, je me demande même si de temps en temps, il fait pas des takedowns tellement nonchalants que ça donne une fausse confiance à son adversaire pour quand il en envoie un chalant. C'est pas un mot qui existe, mais je viens de l'inventer. L'inverse de nonchalant, c'est chalant. Pourquoi on a appelé ce mot nonchalant, on a mis non devant, pour pas faire l'opposé avec, ou alors c'est oui chalant. Bref, il est tard. Défensivement, Korean Zombie, très bonne défense, 73%, 73%, c'est vraiment pas mal. Et Dan Ige, 64%, il y a très peu de tentatives sur lui, seulement 2 par 15 minutes. Et voilà, comme je le dis souvent, les bons grappleurs, de temps en temps, ils vont préférer économiser leur énergie. Donc plutôt que d'utiliser beaucoup d'énergie à défendre en takedown, ils vont de temps en temps l'accepter parce qu'ils ont confiance en leur dos, ou simplement partir sur un scramble. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, je vais un peu lancer les séquences. Il faut que je les upload. Je suis désolé, ça va prendre un peu de temps. En attendant, je vais un peu combler. Ah ben non, on va faire une pause, le temps que je prépare. Une petite pub, et on revient dans les analyses. J'espère que les pubs étaient chouettes et étaient bien ciblées. Que le marketing, le Google Ads, le Facebook Ads, non là c'est du Google Ads, fonctionne bien. Si tu as été voir un site de barbecue récemment, tu as probablement eu une pub de barbecue. Bref, les séquences. Alors, on va d'abord faire une mini-analyse ici. Korean Zombie, c'est quelqu'un qui va d'abord se positionner à la bonne distance, puis frapper. C'est un combattant à pression agressif. Il tient bien son surnom, Korean Zombie, quelqu'un qui avance tout le temps, même s'il encaisse des frappes. Contrairement à des gars comme, je vais prendre un bête exemple, Robert Whittaker, il va rentrer dans la distance en frappant. C'est ce qu'on appelle un blitz. Il y a une différence entre attaquer en bougeant ou bouger pour attaquer. Un blitz ou des attaques où on avance et on attaque en même temps, c'est vraiment la première option. La deuxième option, bouger pour attaquer, c'est d'abord venir se positionner. Et une fois qu'on est bien positionné, on attaque. Korean Zombie a vraiment développé son jeu comme ça. Il va d'abord se positionner. Et c'est un excellent contreur. Quelqu'un qui veut se positionner pour frapper, il a intérêt à être un très bon contreur parce que ça va lui arriver de se positionner. Quand il est en position, ça veut certainement dire que son adversaire est aussi en position d'attaquer. Et donc son adversaire va attaquer et c'est là où ses contres rentrent en jeu. Un autre qui était excellent pour ça, et qui n'était pas spécialement l'excellent contreur, mais qui arrivait vraiment à se positionner et à envoyer directement une frappe avant même que son adversaire n'ait le temps de se rendre compte qu'ils étaient en distance d'échange, c'était Roy Nelson. Et pourtant, Roy Nelson était plus petit que ses adversaires. Je reviens à Korean Zombie. Quand on bouge pour se positionner à distance de frapper, c'est toujours intéressant d'être un combattant à pression. Je vais le répéter encore une fois, désolé pour les habitués. Si on est un combattant à pression, et cette fois-ci, j'entends pas à pression, mettre son adversaire sur le pied arrière, mais mettre son adversaire proche de la cage, on peut vraiment distinguer deux types de pression. Ici, c'est la pression de position, la pression de cage, pas la pression de déplacement. Pression de déplacement, c'est forcer l'autre à reculer, même s'il recule en rond, c'est pas grave. Généralement, on utilise ça contre les très bons kickers. La pression de position, c'est vraiment couper les angles. On va faire ça, c'est avancer progressivement, intelligemment, en coupant les angles, de sorte à ce que son adversaire soit de plus en plus proche de la cage. Une fois que l'adversaire est proche de la cage, il ne sait plus gérer la distance en avant-arrière. Il ne sait plus la gérer que côté-côté. Korean Zombie, quand son adversaire est proche de la cage, ça lui permet vraiment de bien se positionner pour attaquer. Et si son adversaire attaque avant lui, c'est pas grave parce qu'il a des très très bons contres. Sauf, et c'est là tout le génie de Brian Ortega, toute la masterclass de Brian Ortega dans leur rencontre dernièrement, c'est qu'à chaque fois que Korean Zombie était à bonne distance, il prenait un jab, ça cassait son rythme. Ok. J'ai juste pris une séquence par combattant. Là, on va lancer celle de Korean Zombie. Un superbe KO. Alors, je vous l'ai montré en vitesse réelle, je vais maintenant le montrer en ralenti. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est... on va un peu avancer. Pardon. Positionnement de pied, première chose à montrer. Ok. Je veux qu'on fasse attention au pied avant de Korean Zombie pendant son esquive. Je vais avancer tout doucement. Donc, le jab de Moicano. Okay, le jab, c'est maintenant. Regardez, pendant le jab,
Donc on va avoir l'extension. Dès que je vais avancer, on va avoir l'extension du jab de Moicano. Ok, la tête, c'est une belle esquive, il fait un duck under et il va un tout petit peu après vers l'intérieur. Ok, ça c'est pas spécialement le plus important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce pied vers l'avant. Il rentre dans la distance. Il sait que le jab de Moicano, c'est distance de bras tendu. Si lui, il veut mettre un coup plus fort, un coup plus courbé, il va devoir avancer. Un crochet, un overhand qui va pas au maximum de son extension, ne couvre pas autant de distance qu'un jab. Si on est à distance de jab tendu, on a besoin d'avancer un tout petit peu si on veut toucher avec un crochet ou un overhand serré comme il l'a fait ici. Donc maintenant, je vais avancer. Vous allez voir son pied avant qui va avancer légèrement. Ici, il avance pendant l'esquive. Une fois qu'il a planté son pied, son overhand part. Quand son overhand part, son overhand vient de toucher ici. Regardez la jambe arrière. Elle vient récupérer la distance initiale. Il est en très très bonne posture ici. Il vient d'envoyer un gros overhand avec beaucoup de puissance. Regardez la posture, magnifique. Son poids est en 50-50 entre ses deux pieds. Ce qui lui permet d'envoyer un crochet inutile après. Ah, quoique ça touche un tout petit peu. Mais il est en posture parfaite pour envoyer son crochet. Et puis on voit encore une fois, au cas où ça ne touchait pas, il y a encore un changement d'angle, ce qui est génial à faire in the pocket. Petit changement d'angle, mais là ça sert à rien. Ça lui permet de directement accélérer et rusher sur Moicano. Donc ici on est entre le contre synchronisé et asynchrone. Vraiment entre le contre synchronisé pendant l'extension, parce qu'on a le mouvement qui... Donc l'esquive part vraiment pendant l'extension et le coup part aussi pendant l'extension mais vient toucher pendant la rétraction. Okay, donc là on a le mouvement de rétraction et il n'a pas encore eu le temps d'amener sa main à son menton après la frappe. Et ici on vient toucher. La tête vient vers l'intérieur. Regardez aussi le positionnement de tête parce que hop, on a le direct de Moicano qui est parti là. Il est parti là où la tête de Korean Zombie était. Donc en plus de sa frappe, il a décalé sa tête. C'est intelligent. C'est là où il a un génie dans In the Pocket. Sa tête est pas du tout dans la ligne d'attaque de Moicano. On va remontrer ça depuis le début. Il passe en dessous. Il est aligné avec le jab. Le direct va aller exactement dans la même ligne. Ça va rejoindre le point où était la tête à la base. Là, il a passé la tête en bas. Et pour son overhand, il va passer la tête sur le côté. Je vais montrer au ralenti. Vous voyez comment la tête part vers le côté ici, vers l'extérieur du direct. Et on a une esquive en même temps du direct. Pop! Pendant que le sien touche. Juste superbe. Ok, la séquence IG. Hop, en vitesse réelle d'abord. C'était contre Tucker. Donc là, c'est marrant. Hein, une victoire en 35 secondes, je pense, pour Korean Zombie. Ici, j'analyse la séquence de la victoire en 22 secondes pour IG. Et là, par contre, je vais montrer l'erreur de son adversaire. Pas du tout pour décrédibiliser la victoire de IG. Quel timing sur cette frappe. Incroyable timing. Il faut oser faire des comptes synchronisés comme ça après 20 secondes de combat. Vitesse réelle, go. Pop. Ok. Erreur de l'adversaire. On est en garde ouverte. Gaucher contre droitier. On en parle souvent. J'en ai parlé encore dans ma dernière vidéo. On a tous cette notion de je mets mon pied sur l'extérieur, j'ai l'angle dominant. J'ai un peu démenti ça en faisant une analyse d'Adesanya. Ici, on va encore une fois démentir ça. Si on a le pied sur l'extérieur, mais qu'on laisse sa tête à l'intérieur, c'est problématique. Donc, Gavin Tucker, bon réflexe pour envoyer son direct. Il vient mettre son pied avant sur l'extérieur du pied avant de IJ et il va envoyer son direct parce que son épaule sera alignée avec sa cible. Jusque-là, rien de mal. Okay, on va juste regarder le positionnement de pied. Excellent positionnement de pied. Okay, il passe bien vers l'extérieur. Son épaule est bien alignée avec le pif ici de Danijé. Par contre, il va se faire contrer. On voyait, son intention, c'était vraiment d'envoyer un direct ou un crochet. Peu importe, dans les deux cas, c'était une bonne idée. Il y a une petite chose ici, Danijé, il vient à l'encontre. Okay, il vient vraiment chercher le compte synchronisé. On voit qu'il va aussi vers l'avant. Au moment où Tucker avance, et on voit qu'il y a une grande distance là. Qui dit grande distance, dit, pour les habitués, temps de réaction. On voit Tucker avancer et on voit Danijé qui vient à la rencontre, je m'en fous. Et d'ailleurs, il fait aussi un petit step vers l'extérieur. Hein. Il essaye de passer sur l'extérieur de l'extérieur pour avoir lui l'angle dominant. Et il envoie sa frappe. Ok, on va aller voir ça au ralenti dans l'axe. Ce qui se passe, normalement, dans un combat, si je déplace mon pied par là,
mon corps, ok, mon bassin, donc ma colonne vertébrale va aussi se déplacer par là. Si je déplace mon pied avant, le Reebok va se trouver ici, du coup ma colonne vertébrale ici, du coup ma tête ici. Du coup le direct que Dan IG enverrait en ligne passerait à côté. J'espère que mes hiéroglyphes signifient quelque chose pour tout le monde. Donc ici il va prendre l'angle extérieur, regardez où va sa tête. Donc son pied va par là, son bassin va par là, sa colonne vertébrale fait la tour de Pise et sa tête reste au même endroit. Et ça c'est dommage. Ça lui coûte la victoire. Vous voyez au ralenti, là. La colonne vertébrale est toute travers alors que sa hanche est bien positionnée, son pied est bien positionné. Normalement, si sa colonne vertébrale fait ça, le point de Dan IG, on le voit, hein. Il est ici. Il aurait été esquivé. Mais là, il donne l'angle à son adversaire et il se fait toucher. Pap. Si sa tête était ici, hein, c'est plus ou moins ça en fait, hein. Sa tête aurait dû être ici et le point de Dan IG aurait été au-dessus de son épaule. Voilà pour l'analyse, donc toujours aller plus loin, c'est ça que j'essaie de montrer sur ma plateforme, sur cette communauté, peu importe comment on veut l'appeler. Il y a des logiques, on entend beaucoup de logiques très simplistes et qui ont raison, qui sont correctes, mais il faut bien prendre en place tous les éléments. Le pied sur l'extérieur, c'est une chose, mais si on compense avec la tête de l'autre côté, notre cible reste au même endroit. Le but de bouger, c'est que la cible n'est pas statique. On va prendre le MMA, on peut faire une analogie avec du tir à l'arc. Le tir à l'arc, entre guillemets, pour ceux qui sont expérimentés, c'est facile face à une cible statique. Si la cible commence à bouger, automatiquement c'est plus compliqué. En MMA, c'est pareil. Si vos cibles bougent, c'est plus compliqué. C'est ce que je disais aussi pour Vettori contre Israël Adesanya. La cible, Vettori voulait absolument toucher la tête était la cible. Israël Adesanya bougeait de plus en plus la tête, qui devenait de plus en plus difficile à toucher. Mais quand on bouge la tête, qu'est-ce qui bouge le plus? La tête. Qu'est-ce qui bouge le moins? Le corps et les jambes, qui étaient beaucoup plus disponibles. Vettori a continué à chasser la tête. Bref, j'en ai déjà parlé. Merci à tous d'avoir suivi. C'est un combat qui a peu d'intérêt. J'espère qu'on atteint les 1000 vues. Je veux atteindre les 1000 vues sur chacune de mes vidéos. C'est une obligation. Donc si tu vois la vidéo et qu'on n'est pas encore à 1000 vues, partage, commente, like. Et si tu l'as pas fait alors que je l'ai demandé en début de vidéo, abonne-toi bordel, abonne-toi. Bonne soirée à tous. C'était Chris Gunnacht. Merci, bonsoir, bonne nuit. Bon, j'ai fait toute la vidéo et je me rends compte que j'ai pas du tout dit. Donc je fais une deuxième partie avec moins de qualité. Désolé pour le son, la modification, mais je pense qu'il valait mieux quand même faire quelque chose de rapidos, on va dire. Oh, un point que j'ai vraiment oublié, c'est, voilà, comme je disais, Korean Zombie, c'est quelqu'un qui avance, qui a besoin d'avancer pour se positionner, pour frapper. Donc clairement, il y a un game plan à appliquer du côté de Dan IG qui est très très intéressant pour ce type de combattant. Première chose, Dan IG a montré une belle capacité avec ses low kicks contre Calvin Kattar, qui est un excellent jabber. Qui dit jabber, dit quelqu'un qui se déplace avec sa jambe avant pour se positionner. Face à quelqu'un comme Korean Zombie qui met beaucoup de poids sur son pied avant pour pouvoir beaucoup avancer, sa jambe avant est fort disponible au low kick. Donc ça c'est un truc auquel je ferai très attention du côté de Dan IG. Je ferai fort attention à ses low kicks. Et le deuxième point, comme je disais, c'est que Korean Zombie est un excellent striker, il aime beaucoup échanger in the pockets, il aime beaucoup échanger en anglaise. Quand on a quelqu'un face à ça, c'est exactement comme quand on combat contre un contreur. Feinter, les feintes vont avoir beaucoup d'importance pour Dan IG. Parce que feinter va provoquer une réaction chez Korean Zombie et ça pourrait même le frustrer. Ça pourrait le frustrer de réagir et Korean Zombie n'est pas quelqu'un qui contre, c'est quelqu'un qui attend. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à encaisser pour contrer ou c'est quelqu'un qui bouge sur une attaque et il n'a pas son contre en tête avant de voir dans l'action. C'est ça que je disais quand il est très focus dans les contres. Il va d'abord bouger pour esquiver et puis c'est
sur une fraction de seconde qui va décider quel contre il envoie. Mais donc face à un contreur, ça va être fort ennuyant pour lui de chaque fois bouger, bouger, bouger pour rien sans envoyer d'attaque. Il faut, entre guillemets, là où Korean Zombie fait son plus gros taf, c'est quand il contre. Ça peut être pas mal de le frustrer avec des feintes pour le forcer à attaquer et à attaquer dans une mauvaise position. Ce qui va permettre à Danny J de lui contrer, de contrer quand Korean Zombie n'est pas en position d'envoyer une combinaison et de suivre par derrière. Je pense que la, la clé ici, ce sera pour Danny J de combiner derrière les engagements de Korean Zombie. Pour Korean Zombie, j'ai pas fait une grosse analyse de Dan EJ, mais j'ai l'impression que Dan EJ est quelqu'un de très réactif, très très réactif. Il réagit aux choses, il réagit bien, il est bon partout, mais le fait qu'il soit réactif, ça permet de lire des patterns. Donc là, la force pour moi de Korean Zombie ici, c'est vraiment d'essayer de construire son jeu à partir d'une attaque similaire, peu importe laquelle. Je sais qu'il a un très bon direct, mais peut-être plus safe. Le jab, il a un bon jab aussi. C'est construire à partir du jab, c'est utiliser son jab pour créer des réactions similaires chez Dan EJ. Et qui dit réaction similaire dit possibilité de trouver une ouverture dans ces réactions similaires. Donc pour moi, la clé du combat chez Korean Zombie, c'est clairement une attaque simple, probablement le jab, et construire à partir de son jab, comme l'a fait Moreno contre Figueiredo. Envoyer le jab, feinter le jab, envoyer le jab à la tête, au corps, envoyer le jab en single attack, dédoubler le jab de temps en temps. Et puis à partir de là, commencer à voir les réactions et vraiment toucher, 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 frustrer, feinter, toucher, bouger, changer de niveau et puis créer des ouvertures à partir de là. Voilà pour comment on dit, la post-analyse un peu rapide. À très bientôt, c'était Chris Goodnight.